Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Et cette fois-ci, nous sommes en direct de Computex. Donc, on va aller voir ce qui est présenté et voir s'il y a des choses intéressantes. Et on est de retour à l'hôtel. J'allais évidemment pas faire tout le Texama Show devant le bâtiment principal, parce que premièrement, c'était bruyant. Deuxièmement, des fois, il y a des gens qui passent n'importe où devant la caméra. Donc, on est de retour à l'hôtel pour faire le reste du Texama Show. Alors, pour le Computex, j'aimerais remercier d'ailleurs 3 marques qui m'ont permis d'être là. Et c'est tout simplement G-Skill, Be Quiet et Corsair. Ils auront chacun une vidéo dédiée qui présente leurs nouveautés. Donc, ce seront des vidéos sponsorisées, je tiens à le préciser, mais purement informatif. C'est pas genre je lis la descriptive marketing de chaque marque, non. Je regarde chaque produit, je donne un petit peu mon avis, non sponsorisé, je tiens à le préciser, et c'est à vous de voir si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas. Donc ça sera vraiment pur informatif ici, et ça devrait être plutôt intéressant, parce que selon moi, les 3 marques sont plutôt intéressantes, et c'est pour ça que je les ai sélectionnées pour être mes partenaires pour le Computex. Mais je tiens à l'annoncer un petit peu à l'avance, quoi qu'il arrive. Donc la première grosse news de la semaine, c'est le fait que Google va introduire Manifest V3. Manifest V3, c'est tout simplement leur nouvelle API pour développer des extensions pour Chrome. Et comme c'est précisé ici, dès la semaine prochaine, du coup, ou cette semaine-ci, vous allez voir une bêta de Chrome. Donc, c'est pas encore tout à fait dans la version officielle de Chrome, mais là, c'est basiquement la bêta, c'est la première étape et très vite, ça va passer dans la version officielle. Et donc, ça vous dira sur le Chrome Store si une application, ou plutôt une extension, est purement Manifest V2. Donc, beaucoup les bloqueurs de pub et vous dira oui, là c'est Manifest V2, ça ne marchera pas dans la prochaine version de Google Chrome. Donc ouais, c'est en train d'arriver et honnêtement on ne peut rien y faire. Ensuite on a une news sur iFixit et Samsung qui avaient un partenariat qui leur permettait tout simplement d'avoir des pièces de réparation pour les téléphones Samsung. Donc iFixit, je vous rappelle, c'est un site et aussi tout un ensemble de ressources sur le web, y compris une chaîne YouTube, pour réparer des smartphones. Ils ont énormément de guides et tout ça. Et ils ont aussi des outils et autres choses qui pourraient être utiles pour réparer des smartphones. Et leur partenariat leur permettait d'avoir des pièces de remplacement. Le truc, c'est que iFixit l'a précisé, ils vont arrêter leur partenariat pour la simple et bonne raison que Samsung a juste rendu l'opération beaucoup trop compliquée. Déjà, les prix sont énormes sur les pièces de remplacement. Pour aucune raison. Donc vous avez des pièces qui pourraient être achetées chez des vendeurs tierces pour beaucoup moins cher, mais Samsung les vend hyper cher pour casser le fait de réparer aussi, pour inciter les gens à peut-être pas réparer, tout simplement. Et aussi, il y avait des énormes problèmes de stock. Donc là, évidemment, c'est encore plus problématique. Donc déjà, ça coûte cher, mais si vous pouvez même pas avoir les pièces, ben, vous allez peut-être être incliné à tout simplement aller acheter un nouveau smartphone, ce que veut Samsung. Donc là, j'ai juste envie de dire, c'est honteux de la part de Samsung. Ils parlent souvent d'être respectueux de l'environnement et tout ça, mais si vous voulez être vraiment respectueux de l'environnement, et c'est le cas pour Apple et toutes les autres marques, faire en sorte qu'on puisse réparer un smartphone, c'est la base, c'est le strict minimum. C'est pas non, ce qu'on devrait obtenir ou autre chose, non, c'est le strict minimum, parce que fabriquer un smartphone, ça pollue énormément. Le réparer pour qu'il puisse continuer d'être utilisé par d'autres personnes, c'est une grande manière, c'est une des meilleures manières de réduire la pollution, tout simplement. Donc, honte à vous Samsung, j'espère qu'ils vont réfléchir là-dessus. Je suis utilisateur Samsung et personnellement, je trouve ça dégueulasse. Et ça m'incite encore plus à peut-être pour mon prochain smartphone à passer à une autre marque qui respecte davantage déjà les consommateurs, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas juste pour l'environnement, c'est aussi pour le respect des consommateurs. Réparer facilement et pas trop cher son smartphone, c'est quand même bien pour tout le monde. Et en plus, évidemment, tout l'aspect écologique derrière. Donc, honte à vous Samsung, j'espère qu'iFixit continueront leur partenariat quoi qu'il arrive avec d'autres marques et essaieront d'en avoir encore plus parce que c'est une excellente chose et j'espère surtout qu'il y aura des législations qui seront bientôt passées en Europe pour qu'on ait tout simplement une obligation à toutes ces marques à tout simplement rendre disponibles toutes les pièces de remplacement et tout. Et je dirais même les pièces de remplacement tierces devraient être autorisées. À part si c'est évidemment des trucs très spécifiques comme, je sais pas moi, un capteur d'empreinte, oui, là il pourra avoir un problème de sécurité. Une batterie, oui, là je peux comprendre qu'une batterie tierce n'est pas certifiée de la même manière qu'une batterie officielle et il pourra avoir des problèmes. Et Samsung pourra avoir des problèmes de réputation parce que quelqu'un a mis une mauvaise batterie dedans, là je peux comprendre. Hein, on se rappelle tous de la Galaxy Note 7. Donc, je peux comprendre pour certaines pièces, mais pour la plupart des pièces, évidemment, les vendeurs tierces et les fabricateurs tierces de pièces de rechange devraient être totalement autorisés à en faire
afin de tout simplement casser les prix et de rendre disponibles plus facilement ces pièces de remplacement. Comme on a pu le voir encore une fois, Samsung avait des problèmes de stock. Ils le font exprès, hein, clairement, parce qu'ils ont les stocks, ils fabriquent tous ces smartphones. Vous devez bien vous en douter, surtout pour ceux qui sont encore fabriqués maintenant, qu'ils pourraient sans problème fournir les pièces de remplacement, mais ils ne le font pas pour une raison très claire, parce que ça permet de vendre plus de nouveaux smartphones. Il me semble que ma caméra freeze d'ailleurs, j'ai dû la fixer entre-temps, mais bref, dans tous les cas, une news pas forcément très positive pour Google ici, parce que voilà quelques temps, il y avait des documents internes de Google qui avaient été leakés, et récemment, Google a confirmé que oui, ces documents sont réels, alors qu'au début, ils étaient en mode « non, on ne sait pas trop ». Ils ne le confirmaient pas, mais ils ne déniaient pas non plus. Et du coup, ces documents internes révèlent tout simplement comment fonctionne le système de recherche de Google. Comment ils décident qu'un site web est par-dessus un autre dans les recherches que vous faites sur le web. C'est évidemment hyper important. Et pendant des années, Google était en mode « ah ouais, non, vous n'avez pas besoin de faire ça si vous êtes développeur de site web ou autre. Vous devez vous attarder sur ce genre de paramètres. » Et du coup, les développeurs de sites web, les gestionnaires de sites web, les personnes responsables du SEO ont suivi les recommandations de Google. Et en réalité, c'était faux. Google cachait la réalité derrière. Il y avait des choses qui disaient qui n'étaient pas importantes, qui étaient pourtant très utilisées pour mettre en avant un site web dans les recherches Google. Ce qui est évidemment extrêmement salaud et qui, encore une fois, prouve à quel point Google manipule le web, en fait. Je pense que vous avez déjà dû l'entendre avec Google Chrome et tout ça, que Google est souvent accusé de manipuler le web, pousser le web vers certaines choses qui les arrangent eux, comme par exemple Manifest V3 qui permet de bloquer les adblocks, alors que beaucoup de navigateurs sont sur Chrome. Eh bien là, c'est une autre preuve que oui, Google littéralement manipule le web. Il manipule ses sites web à utiliser certaines choses pour être référencés, alors que eux savent très bien que il y a d'autres paramètres qui sont plus importants, alors que eux, ils ont dit que ce n'était pas les plus importants. Et derrière, ça veut aussi dire que eux, ils peuvent utiliser ces paramètres. Ils savent ce qui marche réellement, donc ils peuvent se mettre en avant ou mettre en avant leurs partenaires plus facilement. Donc, très salaud de la part de Google et c'est franchement honteux. Ensuite, on a une news pas forcément positive, encore une fois, mais ici qui concerne Spotify. En 2022, ils avaient sorti le Karting, qui est tout simplement un petit appareil, comme vous pouvez voir ici. Pour ceux qui peut-être n'écoutent que l'audio, c'est quelque chose que vous pouvez accrocher dans une ventilation de votre voiture ou même l'accrocher n'importe où. C'est un écran tactile et ça vous permet de contrôler l'interface de Spotify. Donc, c'est très pratique pour une voiture qui n'a pas forcément, je sais pas moi, Android Auto ou ce genre de choses. Donc, un bon petit appareil, mais qui a assez bien floppé, on va être honnête. Ils n'en ont pas vendu énormément. Et bien, le truc, c'est qu'après quelques années, ils en ont marre de maintenir le système, apparemment, parce que, le karting va tout simplement arrêter de fonctionner d'ici la fin 2024. Ils vont littéralement couper le service web qui est derrière, qui permet que ça fonctionne, et littéralement transformer tous les kartings en e-waste. Ils ne serviront à rien du tout. Vous ne pourrez pas les recycler pour faire autre chose. Enfin, vous pourrez les recycler, mais genre physiquement. Vous ne pourrez pas installer votre propre système, votre propre logiciel pour contrôler la musique. Non. Et du coup, au début, ils n'offraient même aucun remboursement. Donc, les gens étaient forcément très mécontents. Maintenant, heureusement, ils vont offrir un remboursement. Donc, là, c'est déjà un petit peu mieux. Le karting était seulement disponible aux États-Unis. Personnellement, j'en ai acheté un, je l'ai fait importer des États-Unis, donc voilà, je suis plutôt content. Je ne sais pas si je pourrais me faire rembourser parce que c'était un vendeur tierce, forcément, donc on verra bien. Dans tous les cas, c'était seulement aux États-Unis, donc pour ceux qui se disent peut-être l'Union européenne ferait quelque chose, non, c'était juste aux États-Unis. Du coup, ici, pour moi, c'est encore une autre fois une preuve que quand vous achetez quelque chose, surtout connecté, vous n'achetez pas, vous achetez le droit de l'utiliser. Et peut-être dans quelques années, vous perdrez tout simplement ce droit. Donc, peut-être préférez utiliser ou plutôt acheter des appareils qui ne sont pas forcément connectés ou en tout cas qui peuvent fonctionner en pur local. Parce que ce genre de choses, c'est voué à juste disparaître. Et pour Spotify et d'autres entreprises dans le genre, évidemment, selon moi, il devra y avoir clairement des régulations de fait au niveau de l'Union européenne qui forcent ces entreprises à tout simplement supporter ou en tout cas donner une alternative. Ok, si vous voulez plus faire ce produit-là, genre Spotify, ça coûte de l'argent de faire ce service web ou autre chose, mais faites une dernière update. Faites une update qui se fait à travers Internet, qui permet de débloquer le karting et de pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut dessus, ou tout simplement peut-être
avoir, je sais pas moi, la possibilité à des personnes d'héberger eux-mêmes leur propre service karting. Donc c'est ce qu'ils devraient faire. Ou en tout cas, le rendre open source ou autre chose pour que quelqu'un puisse trouver une manière de l'utiliser. Parce que là, c'est juste, oui, ça devient de l'e-waste. Parce que même s'ils ont remboursé les gens, on a je ne sais combien d'appareils qui vont finir dans la nature, qui ne serviront littéralement à rien du tout, alors qu'ils étaient pas si mauvais, ils étaient bons, ils avaient du matériel qui était utilisable. Donc ouais, franchement, c'est juste triste de voir ça, en fait, selon moi, de juste voir des marques prévoir du matériel qui littéralement peut devenir obsolète d'un jour à l'autre, et même pas juste obsolète, qui peut devenir de l'e-waste. Un meilleur exemple, ce serait Google, même s'il n'y avait pas de bonnes news avant. Google, au moins, quand Stadia a fermé, ils ont fait une dernière mise à jour de leur Stadia Controller qui permet d'activer le Bluetooth. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser comme une manette normale. Et ça, c'est la bonne chose à faire. Spotify, vous devriez prendre exemple. Ensuite, on a une news qui concerne CoffeeZilla, une excellente chaîne YouTube que je recommande énormément. Il parle seulement en anglais, toutefois. C'est basiquement un journaliste sur YouTube. Et ça pourrait paraître mauvais comme chose à dire. Oh, journaliste sur YouTube, hein, les YouTubeurs ne sont pas journalistes. La plupart des YouTubeurs ne sont pas journalistes. Moi-même, je ne le suis pas. Mais lui en particulier, je peux vous dire, c'est un vrai journaliste et il est même meilleur journaliste que la plupart des journalistes. Il fait des enquêtes qui sont très complètes et qui sont évidemment très intéressantes aussi. Et il en a fait une sur ben oui, le Rabbit Air One de Rabbit AI, et il a découvert des choses assez bof, on va dire. Déjà que la compagnie, en fait, a été renommée, et qu'avant, c'était une compagnie qui était sur la crypto, et là, bon, je sais que certaines personnes aiment bien la crypto, mais on va être honnête, des fois, c'est un peu bancal, les compagnies qui font que de la crypto, et surtout, cette compagnie en particulier promettait la lune, littéralement. Ils promettaient de faire un token qui était 100% green, qui utilisait que de l'énergie solaire ou autre pour fonctionner, et du coup c'était une révolution dans le monde et tout ça, et ben, finalement c'est jamais arrivé. Ils ont quand même sorti certaines choses qu'ils avaient promis, il faut le préciser, mais ouais, beaucoup de vent, on va dire. Donc forcément, s'ils renomment leur compagnie et qu'ils font un autre produit qui promet énormément de choses, comme le Rabbit Air One, ben, ça ne donne pas forcément très envie. Du coup, il a fait une vidéo, la compagnie n'était pas contente, et ça c'est aussi pour moi un mauvais signe pour la compagnie, c'est que quand vous avez une entreprise qui réagit mal, qui réagit de manière virulente à des critiques, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, ça ne reflète pas forcément bien sur la compagnie, surtout si ces critiques sont valides, et c'est le cas ici. Donc il a fait une deuxième vidéo, il a investigué beaucoup plus, et c'est juste honteux. Et ça avait déjà été trouvé par d'autres personnes. Là, il a vraiment tout mis en une vidéo pour que ce soit plus simple, mais ça avait déjà été prouvé notamment que le Rabbit Air One est censé utiliser un Large Language Model, un LLM, pour tout simplement vraiment reconnaître les pages web, vraiment faire ce que vous feriez. Par exemple, vous avez envie de commander sur DoorDash, qui est comme Uber Eats, ben, il pouvait reconnaître le site DoorDash, remplir le site web, commander ce que vous voulez pour vous de manière intelligente. Sauf que ça a été découvert que derrière, mais le Rabbit Air One est juste basiquement ChatGPT avec un autoclic. C'est vraiment ça. Il utilise un système dont je ne me souviens plus du nom qui permet de faire des scripts qui permettent d'autocliquer pour automatiser des tâches. Mais ça veut dire que, comme tout autoclic, si le site web de DoorDash est update, ben ça ne fonctionne plus. S'il y a une pop-up en plus quelque part, l'autoclic va essayer de faire quelque chose et ça ne fonctionnera pas. Donc ce n'est pas du tout intelligent. Il n'y a aucune intelligence artificielle ici. Le seul côté intelligent du Rabbit Air One, c'est quand vous lui parlez, vous lui demandez de reconnaître une image, mais ça, c'est juste ChatGPT. Donc là, j'ai juste envie de dire, installez ChatGPT sur votre téléphone, il y a une application et faites basiquement la même chose. Parce que là, ouais, vous devez payer un appareil plus de 200 balles. Ensuite, quelque chose qui n'est pas du tout une arnaque, par contre, c'est Framework Laptop qui a sorti un nouveau 13 pouces, ou plutôt qui va sortir un nouveau 13 pouces, qui a pas mal d'updates en réalité. Donc, c'est basiquement toujours le même châssis que leur modèle 13 pouces. Donc, si vous avez déjà un Framework 13, vous pourrez acheter certaines de ces pièces et les mettre dans votre Framework 13 pour l'upgrade. Donc ça, évidemment, c'est un des grands avantages de Framework. Pour ceux qui ne savent pas, Framework, ils font des ordinateurs portables entièrement modulaires.
Ils ne sont pas non plus parfaits, hein. Il y a toujours des petits défauts, et notamment l'un des défauts, c'est que ça reste quand même assez cher, mais c'est un petit peu aussi le prix de la modularité, selon moi. Mais du coup, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, avec ce nouveau modèle 13 pouces, déjà, ils passent au Core Ultra de chez Intel. Ils ont une carte mère un petit peu changée aussi, avec notamment le support de la DDR5. Ils ont aussi changé la heat pipe pour améliorer le refroidissement. Ils ont fait d'ailleurs une vidéo sur leur chaîne qui est très intéressante, où vous avez l'une des personnes les plus importantes chez Framework qui juste parle du produit librement comme ça. C'est pas une présentation marketing, c'est vraiment juste voilà ce qu'on a fait, on a amélioré ça c'était pas très bon, on l'a amélioré. Vraiment une vidéo qui est assez transparente et qui fait plaisir à voir quand vous avez des entreprises qui font des trucs très marketing à fond et qui promettent la lune. Ils ont aussi amélioré l'écran, et ça c'est une bonne chose, parce que on va être honnête, c'était un des défauts, hein, du premier modèle. L'écran n'était pas non plus incroyable. Donc là, ils sont passés à une résolution de 2880 par 1920 pixels. C'est très spécifique, mais c'est pour une bonne raison que je vais expliquer après. Et aussi, ils sont passés du 120 Hz. Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, la résolution particulière, c'est dû au fait que ils veulent faire en sorte que quand vous êtes sur Linux, évidemment, avec une assez haute résolution sur du 13 pouces, 13,5 pouces techniquement, l'interface est trop petite, donc vous devez utiliser le scaling. Donc le scaling, ça permet de tout simplement augmenter la taille de l'interface. Le problème, c'est quand vous avez certaines résolutions, augmenter le scaling vers quelque chose d'utilisable va faire en sorte que vous n'avez pas forcément un multiplier qui est correct. Donc si vous faites x2, ça va, mais si vous devez faire x1,5, l'interface ne va pas être très belle. Donc là, ici, cette résolution permet d'avoir un scaling de 200% sous Linux qui rend hyper bien. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui sont évidemment sur Linux. Ils ont fait aussi des autres petites améliorations au niveau de Linux, et ils promettent justement d'être à fond là-dessus, de faire en sorte que ce soit le meilleur laptop selon eux Linux. Donc, ma foi, je serais intéressé d'avoir l'avis des résidents Linux dans les commentaires, ainsi que même mes modérateurs sur la chaîne Texamac, parce que je sais qu'ils sont à fond Linux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils confirment que Framework font beaucoup d'efforts là-dessus? Je serais assez intéressé. Donc voilà, ils ont aussi fait d'autres petites améliorations, mais basiquement c'est ça. Donc si vous avez un Framework 13, vous pouvez commander la nouvelle carte mère, le nouvel écran, et juste upgrade comme ça. Et donc ça, c'est génial, parce que s'ils continuent de mettre à jour le même châssis sans le changer, ou en tout cas sans le changer radicalement, d'ici quelques années, certaines personnes qui ont acheté le premier modèle qui était en Core i7 génération 11, oui, c'était de la Gen 11, certaines personnes vont pouvoir littéralement upgrade leur laptop sans tout changer en fait. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on passe à justement une des premières news du Computex ici, avec le fait que AMD a annoncé les Ryzen 9000. Donc oui, ils vont arriver en juillet normalement. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au premier abord, pas grand-chose. Vous avez toujours un modèle 16 cœurs, 12 cœurs, 8 cœurs et 6 cœurs. Voilà. Les TDP ont un petit peu changé toutefois par rapport au premier Ryzen 7000. Évidemment, ceux qui ont été sortis après ont eu des améliorations à ce niveau-là, parce que AMD avait fait un mauvais travail au niveau du TDP de certains processeurs, on va être honnête. Dans tous les cas, comme vous pouvez voir, le modèle 16 cœurs a 170 watts de TDP, 12 cœurs 120, et puis après les deux autres modèles les plus bas, 8 et 6 cœurs, ont 65 watts. Donc ça, ce sera la plus grosse différence. Donc là, ils seront mieux optimisés dès le départ, et vous ne devrez pas bidouiller avec l'undervolting, ce qui est plutôt cool. Et à part ça, honnêtement, oui, au premier abord, pas grand-chose. On a toujours la même quantité de cache. On a à peu près les mêmes fréquences. La grosse différence est vraiment purement au niveau matériel, les améliorations qu'ils ont fait eux derrière, ce qu'on ne voit pas forcément. Et donc là, tout ce qu'on a pour le moment, c'est les benchmarks qu'ils ont donnés. Donc, à prendre avec des pincettes, parce que ça reste des benchmarks donnés par la marque. En général, AMD est plutôt honnête sur leur benchmark, mais quand même, tenez-en en compte. Et là, du coup, ils promettent jusqu'à, en moyenne, 16% de performance en plus. Donc, un IPC de 16% par rapport à Zen 4. Alors, je ne sais pas exactement à quel Zen 4 il compare. Je suppose qu'il compare au premier Zen 4, donc les premiers Ryzen 7000, parce qu'évidemment, il faut quand même ne pas l'oublier, nous avons les Ryzen 7000 X3D, qui eux ont tellement plus de cache, ça pourrait donner une situation où, comme quand les Ryzen 7000 sont sortis, le 5800 X3D était des fois plus performant que les Ryzen 7000. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que, oui, on ait le même truc où un 7800 X3D arrive à battre
les nouveaux Ryzen 9000. Il y a aussi une autre amélioration, j'essaie de la retrouver, mais je pense que c'était sur la page de la carte mère, mais une autre amélioration qu'ils ont fait, c'est au niveau du contrôleur mémoire pour supporter tout simplement des kits de DDR5 beaucoup plus rapides. Actuellement, les Ryzen 7000 peuvent faire 6000 mégas transferts sans problème, 6400 aussi supporté officiellement. Vous pouvez faire fonctionner des kits au-dessus de ça, mais c'est juste que il n'y a pas forcément un gain et il y aura un drôle de scaling qui sera fait derrière avec le processeur, donc vous n'aurez pas forcément un gain de performance en fait. Dans certains cas peut-être, mais dans d'autres cas non. Donc en gros, vraiment, pour les Ryzen 7000, c'est recommandé 6000 mégas transferts ou voire 6400. Et du coup ici, ils vont aller beaucoup plus haut. Apparemment, ils pourraient aller jusqu'à 12 000 mégas transferts, ce qui est assez abusé. Donc oui, une sacrée amélioration ici qui devrait évidemment booster les performances. En tout cas, si on a des kits avec des latences pas trop dégueulasses derrière. Et en même temps, ils ont annoncé aussi d'autres processeurs. Ryzen 5000. Oui, je ne déconne pas. La plateforme AM4 continue de faire la résistance. Avec deux nouveaux processeurs, vous aurez le 5900 XT et le 5800 XT. Le 5900 XT, vous pourriez vous dire que c'est un 12 cœurs, mais non, c'est un 16 cœurs. Ça ne porte pas du tout à confusion, ça. Et le 5800 XT, c'est un 8 cœurs, évidemment. Là, par contre, c'est beaucoup plus logique. Ils ont une très légère, je dis bien très légère augmentation de fréquence, et c'est à peu près tout, en fait. En réalité, même le 5900 XT n'a même pas une augmentation de fréquence, techniquement. Mais bon, il devrait aussi sortir à des prix évidemment plus intéressants. Moi, je dirais que si vous voulez acheter un nouveau processeur pour votre plateforme AM4 pour lui donner une nouvelle durée de vie, prenez un 5800 X3D ou le 5700 X3D qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ce sera juste un meilleur choix, honnêtement, parce que c'est des processeurs qui ont l'air intéressants, mais franchement, oui. Moi, je prendrais plutôt les versions X3D parce que c'est bien meilleur dans les jeux vidéo et ça devrait être un petit peu plus future-proof au niveau performance derrière. Après, évidemment, avec le fait que les plateformes AM5 coûtent moins cher maintenant, la DDR5 a pas mal diminué, ce serait quand même aussi intéressant de peut-être passer à une plateforme AM5 parce qu'une autre news par rapport à ça, c'est évidemment qu'ils vont sortir déjà des nouvelles cartes mères en X870 et X870E sur évidemment avec le socket AM5. Tenez compte que, bien sûr, toutes les anciennes cartes mères AM5 vont être update pour supporter les nouveaux processeurs. Et AMD a précisé qu'ils supporteraient au minimum l'AM5 jusqu'à 2027, ce qui donne 3 ans de durée de vie en plus à ces plateformes-là. Donc oui, imaginez, si vous avez un Ryzen 7000 maintenant, d'ici 3 ans, quand il y aura des Ryzen, je ne sais pas moi, 10 000, 11 000, peu importe comment ils vont les appeler, vous pourriez juste en acheter un, le mettre dans votre carte mère et avoir un boost de performance. Est-ce que ce sera parfait? Est-ce que ça fonctionnera aussi bien que d'avoir une nouvelle carte mère? Non. Mais ça vous permettra quand même de donner un petit boost de performance à votre système facilement. Et ça, c'est plutôt cool, franchement. Du coup, ici, les nouvelles cartes mères en X870 et X870E. Alors, pour moi, il y a un truc pas très logique parce que les deux supportent pleinement le PCI Express 5.0. Ok. Évidemment, ce seront aussi les cartes mères qui supporteront les kits de RAM plus rapides et tout ça. Donc un meilleur support d'AMD Expo ici. Mais du coup, quelle est la différence entre le E et la version non E? Parce qu'avant, les versions E, c'était full PCI Express 5.0. Et les versions non E, c'était pas encore tout à fait. Donc là, il n'y a aucune différence en fait. Ça reste... je suppose que les versions E seront les versions plus extrême en quelque sorte, mais pas très clair à AMD, et selon moi ils auraient dû tout simplement ne pas faire de version cette fois-ci, ça aurait été beaucoup plus simple. Certaines cartes mères ont été annoncées et j'ai pu en voir une lors de Computex. J'ai vu une de chez Biostar qui était plutôt intéressante, c'était de la gamme Valkyrie, et j'ai vu aussi chez Gigabyte sur leur stand, j'ai pu voir justement une Aorus Master, si je me souviens bien, en X870E. Donc oui, les cartes mères sont déjà présentées maintenant, et évidemment elles arriveront un peu plus tard en même temps que les processeurs. Et puis évidemment, ils ont aussi annoncé des nouveaux processeurs mobiles. Et on les attendait, ceux-là. Ce sont les nouveaux Ryzen AI 300 avec le nom de code StrixPoint. Et vous aurez notamment le AMD Ryzen AI 9 365 et le Ryzen AI 9 HX 300. AMD, qu'est-ce que vous faites? Genre, je suis sûr que ces processeurs vont être très bons. Il n'y aura aucun problème avec. Parce que vous avez fait du bon travail avant. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi? Pourquoi
moi, j'ai juste envie de dire pourquoi. Déjà, mettre AI dans le nom, ça fait tellement cheap marketing, genre, hey, on a de l'AI dans notre processeur, merci d'investir dans notre entreprise ou autre chose. Ça fait cheap, quoi. Et puis après, à côté de ça, imiter encore une fois le très mauvais choix d'Intel d'avoir changé leur nom comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Genre, qu'est-ce que vous faites? Ils ont essayé d'expliquer du coup la nouvelle nomenclature, mais honnêtement, pour moi, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Pour le consommateur, c'est pas clair. Essayer de continuer d'imiter Intel alors que maintenant, je comprends, franchement, je comprends qu'il l'ait fait avec les premiers Ryzen, imiter la nomenclature Intel, avec notamment les cartes mères, pour que les gens s'y retrouvent. Vous voyez, Ryzen 5, i5, voilà, les gens s'y retrouvent comme ça. Mais c'est bon maintenant. Clairement, ils ont repris du terrain par rapport à Intel. Ils n'ont plus besoin de faire ce genre de technique très cheap, mais pourtant, ils continuent de le faire. Et là, pour moi, ils ont copié une des pires décisions d'Intel de ces dernières années, c'est de faire ces noms-là, avec les Ultra 7, les Ultra 5 et tout le tralala. C'est juste des mauvais noms. Et là, AMD prend ça et se dit, on va le faire pire. On va rajouter AI, on va rajouter des trucs qui n'ont rien à voir, c'est génial. Enfin bref, j'arrête de me plaindre. De toute façon, ces processeurs vont exister, qu'on le veuille ou non. Ils devraient être plutôt performants, donc ça c'est plutôt cool. Plus de performance dans les jeux vidéo, notamment avec le nouveau GPU RDNA 3.5. Il y aura un plus de CPU aussi sur le modèle Ryzen 9, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez toujours à peu près le même TDP configurable de 15 à 45 watts, donc oui, on pourra faire des consoles mobiles avec. Donc, j'espère vraiment qu'aucune entreprise n'a annoncé une nouvelle console mobile avec les anciens processeurs. Ce serait vraiment stupide. Et juste avec la ROG Ally X. Enfin bref, ces nouveaux processeurs devraient être vraiment intéressants, quoi qu'il arrive, même si le nom est dégueulasse. Et ils ont aussi, forcément, un nouveau NPU qui permet d'atteindre, selon eux, 50 TOPS, donc 50 TOPS, de puissance brute, donc c'est 5 TOPS en plus que les Snapdragon X, et du coup permettra à ces processeurs d'être compatibles Copilot+. Donc là, petite minute de silence à toutes les personnes qui ont acheté des Ryzen 8000 avec le NPU intégré, qui ne fait pas tourner Copilot+, alors que c'était la grosse promesse. Une petite minute de silence. Enfin bref, du coup, dans tous les cas, au niveau configuration aussi, vous avez pu voir qu'ils ont 4 cœurs Zen 5, 4 cœurs Zen 5 aussi pour l'autre. Et par contre, la différence, c'est au niveau des cœurs en plus. Vous avez 6 Zen 5C sur le plus petit modèle et 8 Zen 5C sur le plus grand modèle. Et si c'est, encore une fois, la même chose que sur les anciens Ryzen, ce n'est pas comme Intel, ce n'est pas une version vraiment différente, ce n'est pas des cœurs totalement différents, c'est plus des cœurs plus compacts qui ne peuvent pas atteindre la même fréquence que leurs confrères, mais qui restent techniquement à la fréquence égale, aussi performants. Et ça, c'est assez important à noter, évidemment. Donc, ça devrait quand même donner des très bonnes performances tout en permettant d'économiser de l'énergie derrière. Donc, ouais, on verra bien ce que ça donne au niveau de ces processeurs. Heureusement, ce sera mieux au niveau performance qu'au niveau non, parce que sinon, ce sera désastreux. Je vois aussi d'ailleurs que ma caméra frise encore une fois, donc ça peut arriver de temps en temps dans la vidéo, ne soyez pas étonnés. Vous avez aussi Intel qui a annoncé des nouveaux processeurs. Ce seront du coup les nouveaux Core Ultra pour mobile ici, donc ce sera les 200, oui c'est ça, les 200. Et du coup il y a des choses quand même très intéressantes, notamment le nouveau GPU, c'est des Xe 2, donc oui c'est la nouvelle architecture de GPU qu'on devrait aussi voir dans des GPU dédiés prochainement, et qui ont une sacrée augmentation de performance. Selon eux, à prendre avec des pincettes, il y a jusqu'à 1,5 fois plus de performance GPU, purement GPU, on ne parle pas de IA ou autre chose ici. Le GPU est 1,5 fois plus performant en performance brute. Et ça, c'est énorme. Parce que si c'est réellement le cas, encore une fois, il faut prendre des pincettes, parce que par le passé, Intel a eu des graphes des fois qui étaient un peu discutables. Si c'est vraiment le cas, par contre, ça veut dire que les prochaines cartes graphiques Intel dédiées, en tout cas, devraient être hyper performantes. Genre vraiment performantes. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Bref, ils ont aussi un nouveau NPU, forcément, hein, pour augmenter les performances de calcul d'IA. Alors, je ne sais plus combien il fait, celui-là. Oui, ça dépend dans les tâches, ça dépend un petit peu. Mais normalement, au niveau puissance, alors, ils disent qu'il y a jusqu'à 120 TOPS de puissance brute, mais il faut savoir que c'est une puissance combinée. C'est pas juste le NPU, c'est le CPU plus le NPU plus le GPU. Donc, c'est un petit peu, pas mensonger, mais
voilà, ils ne comparent pas la même chose que les autres marques. Et du coup, voici justement les chiffres de performance. Donc là, vous pouvez voir que le CPU donne 5 TOPS. Donc oui, n'utilisez pas votre CPU pour ça, ça ne sert à rien. Le NPU est à 48, donc oui, ça fera tourner Copilot+. Et le GPU donne 67 TOPS. Donc si vous aviez besoin de voir à quel point les GPU sont plus puissants que même des NPU, ben voilà votre preuve. Donc oui, vous n'avez pas forcément besoin d'un NPU dans votre processeur. Si vous avez déjà une bonne carte graphique, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est justement les chiffres qu'ils donnent ici. Et du coup, on a aussi une amélioration au niveau du packaging, parce que sur les premiers Core Ultra, on avait évidemment ce système assez particulier où vous avez les cœurs sur un morceau de silicium à côté et vous avez quand même un cœur haute efficacité énergétique qui était gardé sur le morceau principal qui gère tout. Donc ça veut dire que dans certains cas, vous pouvez avoir une économie d'énergie qui était juste énorme parce que les autres cœurs étaient totalement désactivés. Et ça s'est confirmé avec les premiers Core Ultra, mais ça reste assez variable parce que des fois, ça n'arrive pas. Ici, ils ont été encore plus loin parce qu'ils ont fait comme Apple. Ils ont mis de la RAM directement intégrée sur le package du CPU. Donc, vous aurez jusqu'à normalement 32 Go de RAM dessus. Donc, c'est évidemment... C'est le plus intéressant pour des ultrabooks, évidemment, parce que ça permet d'économiser encore plus au niveau énergie et en place surtout. Après, on va être honnête, c'est mieux d'avoir un module CAM ou autre chose qui vous permettrait d'upgrade la RAM. Parce qu'en plus, vous êtes limité à 32 Go, vous ne pourrez pas aller plus haut. Et si vous achetez un ordinateur avec un Core Ultra 200 avec 16 Go de RAM, ben, si vous voulez plus de RAM, ben, c'est fini, vous ne pourrez pas. Donc, intéressant, mais pas pour tout le monde. Et selon moi, les modules CAM sont mieux. Et il y a pas mal de modules CAM qui étaient présentés justement lors de Computex. J'en parlerai plus lors de la semaine prochaine, mais j'ai pu en voir justement pour la première fois moi-même et ils sont plutôt intéressants. Donc dans tous les cas, ce sera la meilleure solution. Ils ont aussi amélioré le CPU forcément, hein, pour ceux qui se demandent, apparemment plus 14% de performance selon eux. Toujours à prendre avec des pincettes quand même à AMD, on ne sait pas vraiment si ce sera confirmé. Mais selon Intel, quoi qu'il arrive, ils ont un CPU qui sont, selon eux, le plus efficace au niveau énergétique en x86, donc ça il faudra voir si c'est réellement le cas. J'espère pour eux, ce serait une bonne chose quoi qu'il arrive, mais oui, il faudra voir. On a aussi le full support Thunderbolt 4 et y avait, vous avez un peu le résumé des trucs ici, mais voilà, c'est à peu près tout sur ces processeurs-là. Et nous avons aussi le fait qu'ils ont, alors c'est un peu bizarre, mais lors du Computex, du coup, il y a certaines cartes mères en Z890 qui ont été montrées, alors que elles ne sont pas vraiment totalement annoncées, donc c'est un peu bizarre. Donc ils commencent déjà à les montrer, certaines marques, notamment Biostar en a montré, ainsi que même Aorus, donc j'ai pu en voir. Et oui, c'est basiquement un peu la même chose que les cartes mères en Z790, on va être honnête. Les nouveautés ici, c'est le fait qu'apparemment il y a un meilleur support d'USB 4.0 et aussi des Thunderbolt 4. Il y a peut-être aussi un peu plus un meilleur support de fréquence de RAM plus importante. Donc, ça reste basiquement la même chose que le Z790, mais juste un peu amélioré. Et au niveau du design, évidemment, c'est aussi assez similaire. Mais bien évidemment, ces cartes mères en Z890, la grosse nouveauté, c'est que ce ne sera plus les processeurs qu'on connaît maintenant, ce sera les Core Intel Ultra 200 version PC fixe qui seront dessus. Et ça, on n'a pas encore trop de détails dessus. On sait que ça arrive normalement en octobre. Donc, un peu de retard par rapport à AMD. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, ils font mieux qu'AMD. Mais évidemment, ça devrait utiliser ce design hybride qu'on a vu dans les ordinateurs portables qui est intéressant pour un ultrabook, mais pour un PC fixe, à voir. Donc, moi, ce que j'espère juste, c'est que on ait plus de performance, autant de performance qu'un Ryzen 9000, mais avec une consommation énergétique qui est beaucoup plus raisonnable que les anciens Core Intel, parce que c'est le plus gros problème avec Intel actuellement. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un composant qui consomme plus que la concurrence si j'ai des bonnes performances pour le prix. Mais avec Intel à l'heure actuelle, c'est juste abusé en fait. C'est pas juste « oh, ça consomme un peu plus », c'est genre ça consomme des fois 3 fois plus pour moins de performance. Ensuite, on a aussi un petit peu des news NVIDIA, et une qui m'intéressait le plus, franchement, que j'attendais, c'est le fait que oui, NVIDIA a introduit leur guideline pour le format SFF, et du coup des cartes graphiques qui sont SFF friendly. Donc SFF, c'est Small Form Factor, donc tout simplement des PC très petits, compacts. Et le truc, c'est que ces guidelines sont mauvaises, honnêtement. Je ne sais pas comment le décrire, mais je ne sais pas qui chez NVIDIA s'est dit que c'était une bonne idée ou si c'était logique par rapport au marché, mais c'est juste, honnêtement, c'est mauvais.
Voilà les guidelines à l'heure actuelle. Une carte, selon eux, SFF ready serait de jusqu'à 50 mm d'épaisseur, donc 2,5 slots, okay, 304 mm de longueur et 151 mm de hauteur, je suppose on peut dire. Donc, basiquement, une carte énorme, en fait, genre vraiment énorme, parce que le SFF, actuellement... Alors, évidemment, vous avez des boîtiers Minitix qui peuvent accueillir des grosses cartes graphiques, hein, et ils essayent justement de rendre leur boîtier compatible, mais pour moi, le vrai SFF, c'est des boîtiers de 5-7 litres, et dans les boîtiers de 5-7 litres, vous n'allez pas mettre une carte graphique de cette taille. Hein. Bien souvent, le mieux pour vraiment... La base pour moi, selon moi, pour le SFF, c'est une carte graphique qui fait 2 slots maximum, 43 mm. Elle fait 270 mm de longueur maximum, et la hauteur, évidemment, c'était 150, ça c'était assez correct. Et là, vous avez une vraie carte SFF friendly. Alors, évidemment, on pourra avoir plusieurs tiers de SFF. On pourra avoir le SFF genre ultra haut de gamme, autre chose, puis de milieu de gamme, puis de bas de gamme. Mais là, ils ont juste montré le SFF enthousiaste, et c'est tout, en fait. Et puis, du coup, ils ont fait une liste de cartes graphiques qui vont sortir ou qui sont déjà dans ces tailles-là. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune 4080, alors que la 4080 consomme la même chose qu'une 3080, et la 3080 faisait 2 slots exactement, donc 43 mm. Donc elle rentrait dans le format SFF qu'ils ont décrit. Donc voilà, enfin bref. Donc on n'a que des 4070 Ti super maximum. Et bien souvent, c'est des modèles 2,5 slots, donc basiquement pas forcément les plus SFF friendly. Donc en gros, je m'attendais à beaucoup là-dessus, mais c'est juste décevant, franchement, c'est juste décevant. Donc, ma foi, pour ceux qui sont très SFF, j'ai une vidéo qui arrive sur un mini PCITX SFF, là vraiment SFF, avec une carte graphique, genre 2 slots, 270 mm de long, et je compte faire quelque chose de très intéressant avec celle-là d'ailleurs, où je vais aller encore plus loin derrière. Je vais faire ma propre carte graphique. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai très prochainement. Mais dans tous les cas, oui, si vous êtes intéressé par le marché du SFF et du vrai SFF, là, on parle pas de boîtier genre de 15 litres, parce que oui, évidemment, techniquement, c'est SFF, mais maintenant, on a des nouveaux boîtiers qui font 5 litres. Moi, j'en ai un, c'est le VLK5 qui fait 5 litres. Et vous pouvez mettre une vraie carte graphique dedans et tout. Donc ouais, si vous êtes vraiment intéressé par ça, ces guidelines sont juste pas intéressantes. Ils ont aussi présenté pas mal de choses, mais honnêtement, la keynote de NVIDIA a déjà été assez bizarre, parce que normalement, la première keynote aurait dû être celle d'AMD, parce que selon le Computex, c'était la keynote AMD qui démarre le Computex, alors que la keynote NVIDIA a été faite avant, donc un peu bizarre de la part d'NVIDIA ici. Dans tous les cas, ils ont présenté beaucoup de trucs au niveau IA. Ils ont beaucoup parlé IA, Blackwell. Ils n'ont pas, par contre, annoncé les RTX 5000. Hein, donc, ils ont juste plus parlé au niveau data center. Donc, évidemment, oui, NVIDIA est le leader là-dedans, et c'est très intéressant, selon moi, ce qu'ils font. Mais oui, ce n'était pas une présentation des plus incroyables. C'était vraiment plus un rappel du fait qu'ils restent leader du marché et qu'ils ont des produits intéressants qui arrivent, mais pas beaucoup d'annonces. Il y a eu quand même quelques annonces, notamment ils ont annoncé le projet G-Assist, qui est basiquement RTX Chat intégré à GeForce Experience. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un chatbot. Oui. Quand vous pouvez jouer, vous pouvez ouvrir un chatbot dans le jeu, hein, une interface superposée, et puis juste lui demander « Hey, comment je bats ce boss dans Elden Ring » ou je sais pas quoi, et puis il te donne des informations. Ok, c'est selon moi pas le plus intéressant. Ce qui par contre était plutôt intéressant, c'est l'autre cas d'utilisation qui monte juste en dessous, où il montre tout simplement... Non, c'est juste en dessous ici. Là, voilà, c'est que vous pouvez par exemple demander à cette fameuse IA de tout simplement hey, j'ai des problèmes avec mon PC, ou plutôt le rendu de ce jeu, tu peux pas calculer le frame time, voilà, calcule-moi la latence aussi du PC et tout ça, et du coup, comme vous pouvez voir, le chatbot lui a répondu avec un graphe qui montre tout ça. Et apparemment, ça pourrait même vous permettre, vous pourriez demander au chatbot, au chat RTX du coup, de tout simplement vous donner des conseils pour optimiser le jeu. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur frame time? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur FPS? Donc ça, c'est plutôt intéressant en réalité. Et c'est selon moi une meilleure utilisation de ce projet-là. Parce que juste demander comment battre un boss ou autre chose,
Bah, vous pouvez juste avoir ChatGPT sur votre téléphone, je suppose. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est le projet G-Assist, à voir ce que ça donnera aussi dans le futur et qu'est-ce que ça donnera à l'utilisation. Et du coup, là-dessus, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera pour un prochain Texama Show très prochainement avec encore plus de news du Computex, de ce que j'ai pu voir personnellement. Vous aurez aussi, évidemment, comme j'ai dit, quelques vidéos sponsorisées qui montrera les nouveautés des marques qui m'ont permis d'être ici, donc notamment G-Skill, Be Quiet et Corsair. Encore un grand merci à eux. Et du coup, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!